Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode au cours duquel je vais partager avec vous 3 stratégies pour conserver votre mémoire. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir l'impression que votre mémoire vous échappe et vous aimeriez bien comprendre comment tout cela fonctionne et surtout quelles pourraient être les stratégies que vous pourriez mettre en place au quotidien pour l'entretenir toute votre vie et être capable de vous rappeler de choses et d'autres, même très longtemps après que vous soyez devenu vieux. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis un mnémoniste, un spécialiste de la mémoire. Je vous retrouve sur mon site https://les-secrets.com pour partager avec vous le MémoCamp et toutes les solutions pour optimiser votre mémoire. La première chose qui vient à l'esprit des gens lorsqu'on parle de mémoire, c'est souvent la mémoire personnelle. Quand les gens se plaignent de leur mémoire, souvent c'est en lien avec ce qu'ils ne savent plus retrouver de tête par rapport à leur passé, par rapport à leur vie. Et tout ça, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Et quand on se plaint de sa mémoire, c'est ce qu'on appelle une plainte mnésique. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre mémoire, elle est d'abord présente, elle est d'abord là, justement pour gérer l'instant présent. Elle vous sert à vivre au présent et à anticiper l'avenir. Et le passé, c'est ce qui vous sert à être efficace au quotidien. C'est-à-dire que vous accumulez de l'information, de la connaissance dans votre mémoire, et tout ça, ça vous permet de progresser dans votre présent et d'anticiper l'avenir sans refaire les mêmes erreurs. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre parce que quand on se plaint de sa mémoire, on a peut-être l'illusion que notre mémoire devrait être toujours capable de retrouver à l'instant T une information très précise qui s'est passée à un moment très très précis, sauf que ça ne marche pas forcément comme ça. Ça vous est certainement déjà arrivé, vous croisez une personne, cette personne vous la connaissez, vous la reconnaissez, vous savez que vous la connaissez, mais vous ne savez plus comment elle s'appelle. Et pour parvenir à retrouver son nom, il faut que quelqu'un vous mette sur la voie. Donc à ce moment-là, il vous manque ce qu'on appelle un indice. Et souvent, les indices, ce sont les contextes. Par exemple, si vous croisez tous les jours une personne dans un magasin, ça peut être un boulanger, une boulangère, donc vous connaissez bien cette personne parce que vous la voyez tous les jours. Sauf que quand vous la retrouvez dans un autre endroit, vous la reconnaissez, mais vous ne savez plus qui c'est. Et quand on vous dit « mais si, rappelle-toi », la boulangerie. Et là, vous dites, mais oui, évidemment, c'est le commerçant ou la commerçante. Donc là, il vous manque effectivement cet indice. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, quand on a du mal à se rappeler de l'information, c'est qu'il nous manque le petit point de départ, il nous manque l'accroche, ce qu'on appelle donc l'indice. Et dans cette mémoire dite autobiographique, il y a tellement d'informations qui sont mélangées que parfois, les indices mettent du temps à revenir ou à sauter aux yeux. Donc cette mémoire personnelle, autobiographique, fait partie d'une mémoire épisodique, celle qui stocke vos épisodes de vie. Et cette mémoire, elle est très personnelle. C'est-à-dire que vous allez évidemment appréhender l'environnement avec vos 5 sens et ensuite vous allez certainement les interpréter. Donc elle vous est très personnelle. C'est une mémoire, si vous voulez, qui est difficile à partager parce que quand on compare des souvenirs de deux personnes qui ont été présentes sur un même endroit, par exemple, eh bien, ce qu'ils vont récupérer ne sera pas forcément la même chose. Donc là, on est face à des souvenirs extrêmement personnels qu'il faut évidemment manier avec précaution. Une des raisons qui fait qu'on a du mal aussi à se rappeler d'informations personnelles au quotidien, eh bien, c'est parce que dans notre quotidien, on s'enferme dans une forme de zone de confort, on est dans des routines, tout se ressemble et c'est compliqué de distinguer le repas de midi d'aujourd'hui avec le repas de midi d'hier, etc., etc. Surtout dans cette routine, comme plus rien ne sort de l'ordinaire, eh bien, on a du mal évidemment à faire la part des choses. Donc souvent, on va se rappeler facilement de la première fois, par exemple notre premier voyage ou notre peut-être premier mariage si on s'est marié plusieurs fois, etc., etc. Alors que lorsque ça s'engage dans une routine, ça devient effectivement plus compliqué. Il faut aussi comprendre que la mémoire humaine
avec le temps, avec l'âge, elle évolue un peu comme une bibliothèque qui se remplirait. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, comme vous n'avez pas beaucoup de livres en bibliothèque, il vous est facile de retrouver un titre. Mais avec le temps, vous accumulez de la connaissance, des informations. Et le rôle de votre mémoire, c'est de structurer tout ça, c'est de catégoriser, c'est de ranger. Et donc votre mémoire devient comme une immense bibliothèque avec des rayons. Et ce qu'on retrouve en premier, en général, à l'âge adulte, ce sont d'abord les rayons. C'est le sens général, c'est ce que nous avons compris. Mais ensuite, eh bien, c'est un peu plus compliqué pour retrouver le livre exact, l'information exacte. Et c'est ça qui va sans doute nous poser problème. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir 3 stratégies que je mets moi-même en œuvre ou que j'ai pu mettre en œuvre, dont une que je préfère, que je vous donnerai à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour connaître cette stratégie. Donc, 3 stratégies qui pourraient vous aider à conserver votre mémoire au quotidien. La première stratégie, moi je l'ai mise en œuvre il y a très très longtemps quand j'étais plus jeune, c'est tout simplement le journal intime, le cahier de bord. Alors on retrouve ça aujourd'hui avec les systèmes de blog par exemple, quand on raconte sa vie. L'intérêt, si vous voulez, du journal intime, qui peut se faire à un certain moment de sa vie, parce qu'on peut imaginer que voilà, c'est pas forcément toujours approprié. Mais moi, j'ai à peu près 5 ans de journal intime, entre 15 et 20 ans. C'est sans doute une époque où on a besoin de se confier, où on a besoin de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et ces cahiers intimes, ils sont soigneusement sauvegardés dans un coffre, ici à la maison. Donc évidemment, il n'y a que moi qui ai accès pour retrouver un peu tout ça. Alors, c'est tout simple hein, à mettre en œuvre un cahier. C'est vous prenez un cahier scolaire classique, tout simplement. Et ce qui est très important, c'est que vous ayez une routine. Alors la routine, c'est peut-être quelque chose de quotidien. C'est vrai que moi, à l'époque, c'était 3 4 fois par semaine quand même. C'était pas tous les jours, mais quand même très très souvent. Donc j'ai un gros volume là, d'informations et c'est très intéressant parce que ça vous permet de les retrouver plus tard, donc de retrouver des indices, de se remémorer l'information, de revivre les journées. Et comme tout est daté, parce que ça c'est l'enjeu, c'est de mettre une date, eh bien forcément vous êtes capable de revenir en arrière, de vous réapproprier vos souvenirs, et puis des fois vous découvrez des choses que vous aviez complètement oubliées, mais il y a cette petite étincelle, cet indice qui vous remémore l'information, et c'est toujours magique en fait, hein. C'est toujours magique de retrouver une information et de la revivre. Parce que ce qui est important sur les journaux intimes comme ça, c'est de partager aussi des ressentis. C'est-à-dire que quand on raconte sa journée, souvent c'est pour s'épancher un petit peu sur ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. Et c'est important d'y mettre donc des détails. Si vous adoptez cette stratégie, moi je la fais plus aujourd'hui depuis un petit moment. Alors c'est aussi parce que j'ai un blog depuis maintenant presque 20 ans. C'est un blog où je vais plutôt partager des articles de fond, mais pas seulement. J'ai aussi mes voyages sur ce blog et ça me permet de garder un fil conducteur et donc de continuer à produire des choses. Et c'est bien parce que mon blog, si vous voulez, sur mon site, il y a les dates et donc ça me ramène aussi en mémoire pas mal d'événements de ma vie. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire un journal personnel. Là, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de faire ça peut-être par écrit dans un cahier classique scolaire, avec, par contre, qui est très important, avec une routine exacte. C'est-à-dire, si vous vous dites que c'est 1 fois par semaine, eh bien tenez-vous à ce rythme-là, 1 fois par semaine. Si vous pensez que c'est 2 fois, faites-le 2 fois, histoire d'avoir une régularité et surtout pour ne pas que les souvenirs vous échappent. Parce que, évidemment, au bout d'une semaine, on peut déjà avoir quelques manques. L'intérêt peut-être, c'est de faire ça régulièrement, peut-être 2 à 3 fois par semaine. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est top, évidemment. Sachant que sur un journal intime, on est d'accord, vous allez partager des informations qui vous sont personnelles. Ça n'est pas fait pour être lu par d'autres personnes, a priori. Donc, ayez aussi envers vous de quoi sauvegarder cette information dans un endroit, on va dire, peut-être sécurisé. Moi, j'ai ça dans un coffre. J'ai pas forcément envie que tout le monde lise ce que j'ai écrit il y a 30 ans maintenant. Par contre, moi, ça m'est très très utile. Alors, vous pourriez aussi faire autre chose. J'ai un ami qui le fait. Il fait une vidéo très courte chaque soir. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il prend son smartphone, il se met en selfie, et puis il raconte en moins d'1 minute
ce qu'il a retenu ou appris de cette journée. Il donne la date, évidemment, et il partage rapidement ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé de cette journée, et il a comme ça une sorte de timeline, et à la fin de l'année, il fait un montage complet, il fait une petite production donc, de tout ce qu'il a, enregistré. Donc ça fait des grosses vidéos, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous invite maintenant à découvrir la seconde technique. La seconde technique est très très facile à mettre en œuvre parce qu'il y a de grandes chances pour que vous ayez fait déjà la moitié du boulot. Alors je ne vais pas forcément trop m'attarder sur cette seconde stratégie, je vais vous la donner tout de suite. C'est la stratégie de l'agenda. C'est-à-dire que on a tous en général un agenda au quotidien. Alors évidemment, ça dépend de vos métiers, ça dépend de vos routines. C'est vrai que si vous êtes salarié et que vous avez toujours les mêmes journées qui s'enchaînent, c'est pas évident que vous ayez un agenda. Encore que on a quand même souvent un agenda familial. Moi, j'en ai un. Voilà, c'est parce que comme je suis indépendant, il faut que je note mes rendez-vous, il faut que je note mes interventions, ce genre de choses. Et donc, l'avantage de l'agenda, c'est que ça vous donne un repère temporel. Et je pense que vous avez vu déjà pas mal de personnes qui faisaient ça. Quand on ne sait plus trop ce qu'on faisait ou ce qu'on a fait à tel moment, eh bien, il y a des gens qui se réfèrent à leur agenda en espérant retrouver un indice de cette journée. Alors, la technique de l'agenda, elle est simple à mettre en œuvre parce que vous pourriez chaque jour indiquer quelque chose, un rendez-vous peut-être précis, à une heure précise, avec une personne précise, pour peut-être déclencher chez vous une information qui en rappellerait une autre, parce que c'est comme ça que fonctionne la mémoire. Dès que vous avez accès à un indice, l'indice peut mettre le feu aux poudres et vous ramener en mémoire de l'information qui vous en ramènera une autre par un système d'association d'idées, etc., etc. Donc la technique de l'agenda, elle est facile. Mettez-y des noms, surtout. Mettez-y des dates, mettez-y des choses précises pour pouvoir donc en tirer profit au maximum. Et ça m'amène justement à la troisième stratégie, celle que je préfère. On est d'accord, vous pourriez cumuler l'ensemble de ces stratégies pour vous donner un maximum de chances pour retrouver plus tard vos informations. Alors d'abord, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est que quand on vieillit, forcément, on a tendance à avoir du mal à intégrer des nouvelles informations. C'est parce que le cerveau, il évolue comme ça. Donc, si on peut stocker de l'information sur une mémoire externe et se la remémorer plus tard, c'est toujours un plus. Ceci étant, voilà, on ne va pas s'amuser à tout mémoriser comme ça sans aide extérieure. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Surtout, ce serait donc assez compliqué. Donc, l'histoire de prendre une mémoire externe, que ce soit un agenda ou un cahier, elle est extrêmement pertinente à ce moment-là parce que on sait que pour mémoriser à long terme, il faut pouvoir réactiver, il faut pouvoir revoir. Et moi, ma stratégie préférée, c'est celle de la photographie. Je prends énormément de photos et d'ailleurs, j'ai toujours avec moi le meilleur smartphone photo qui puisse exister sur le marché en général. Alors, je dis l'un des meilleurs plutôt parce que c'est très très subjectif. Parce que j'adore prendre des photos et j'utilise notamment l'application Google Photos. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que, parce que bon, vous avez forcément déjà connu ça, j'imagine, autrefois, enfin je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'arrive à la cinquantaine aujourd'hui, et quand j'étais plus jeune, on partait en vacances avec mes parents, avec notre appareil photo et surtout donc une pellicule. Et comme ça coûtait relativement cher, on prenait une pellicule pour un mois. Une pellicule, c'était 12, 24 ou 36 photos. Alors souvent, pour un mois, on prenait 36 photos. Et là, vous imaginez bien qu'au moment de prendre la photo, on y réfléchissait à deux fois. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de ne pas trop bouger, de faire attention, on essayait de ne pas trop se surexposer, de ne pas se mettre à contre-jour. On faisait vraiment attention à ce que cette photo soit réussie parce qu'il en allait des souvenirs personnels. C'était quelque chose d'assez stratégique quand même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait tous? Eh bien, on emmenait cette pellicule chez le photographe, il développait la pellicule, il nous fournissait les photos, et ces photos, elles étaient dans une pochette, et soit on les laissait dans la pochette, soit ensuite, eh bien, on les rangeait dans un album photo. C'est ce que nous, on faisait en famille. Donc, chez mes parents, en général, voilà, on stockait ces photos dans un album photo.
Et ça, vous remarquerez que c'était plutôt très pertinent pour retrouver. On adore tous partager nos souvenirs à travers des photos. D'ailleurs, si vous avez un compagnon, une compagne, si vous êtes marié, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous adoriez voir les albums photos de votre moitié qui racontent l'histoire, son passé que vous n'avez pas vécu. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on a une vraie trace mémoire de cette information. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est aujourd'hui, comme on a des systèmes de stockage illimité de photographies, et vous remarquerez qu'on fait tous un peu la même chose. On part en vacances, on est sur un événement, on mitraille de photographies. Le problème, c'est que on n'en fait rien. Et ça, bah, c'est un vrai problème. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous donner un objectif de 3 ou 4 albums photos par an. Par exemple, quand vous partez en vacances, eh bien, vous prenez autant de photos que vous voulez, mais surtout, ensuite, ce qu'il faut absolument faire, c'est que vous fassiez un traitement de cet album photo, c'est-à-dire que vous reprenez toutes vos photos, vous les triez, vous supprimez celles qui ne servent à rien, et puis vous envisagez de créer un album photo soit physique, soit numérique, et surtout, donc, vous mettez des légendes sur ces photos, vous mettez des dates, et à la fin, eh bien, vous lancez l'impression de cet album photo, ou alors vous en gardez une trace numérique, purement numérique. Moi, j'ai un peu les deux en fait. Ce qui fait que vous allez vous créer une ligne de temps avec des dates. Et le jour où vous aurez besoin de vous rappeler de quelque chose, vous aurez un réflexe, c'est de vous référer à vos albums photos. Et ces albums photos vont vous permettre de retrouver des indices très forts, visuels, datés, légendés, qui vous mettront sur la voie. Et moi, c'est ce que je fais, hein. Donc c'est vraiment ce que je fais, avec en prime donc l'utilisation de cette application Google Photos qui est vraiment, je trouve, superbe. Moi, je trouve, hein, attention, je ne milite pas pour Google. Chaque matin, j'ai mon application qui me crée un album, qui me crée un souvenir, qui me rappelle des choses. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que cette application, elle permet donc de trier automatiquement vos photos par personne, par lieu, par date. Et donc, ça va extrêmement vite pour créer des albums photos. Et donc, pour le coup, eh bien, vous avez accès à des vrais scénarios de vie qui vous permettent ensuite donc de partager tout ça. Alors, c'est aussi une autre astuce, si vous voulez, c'est que quand vous imprimez des albums photos en format papier, eh bien, il est beaucoup plus facile de les partager avec vos amis que sur un écran. Donc, pour le coup, et puis surtout, quand vous faites des albums photos papier, vous avez une contrainte de place parce qu'on vous impose tant de pages, tant de photos et pas plus. Et même pour vos amis, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que forcément, quand vous partagez vos photos qui sont sur votre smartphone et que vous en avez 2000, vous imaginez, bon, c'est pas forcément évident pour le copain ou la copine de revoir tout ça, quoi. Alors que si vous leur partagez un album photo légendé en papier qui se consulte, allez, en 4-5 minutes, non seulement vous le partagez, mais en plus ça vous permet donc de vous remémorer de l'information, de reformuler des choses et donc d'entretenir naturellement votre mémoire. Pour conclure, ce qu'il faudrait que vous reteniez, comment pour entretenir votre mémoire au quotidien, enfin surtout cette mémoire-là, parce que souvent, encore une fois, quand on se plaint de sa mémoire, c'est la mémoire personnelle, hein. On a tendance, lorsqu'on parle de la mémoire, à se focaliser sur cette forme de mémoire dite autobiographique, celle qui construit votre identité, littéralement. Eh bien, rappelez-vous que d'abord, cette mémoire, son rôle, c'est bien de vivre au présent. C'est ça son rôle. Donc, les oublis que vous avez, dont vous êtes victime, la plainte amnésique, c'est tout à fait normal. Et tout le monde est concerné par cette problématique. Donc, il n'y a pas que vous, hein, qui avez du mal à vous rappeler des noms, des prénoms, etc., etc. Le passé vous sert surtout à grandir, donc vous avez bien accumulé de l'information dans le passé pour vous permettre d'être plus efficace dans le futur. Donc la mémoire joue bien son rôle à ce niveau-là. Et lorsque vous avez du mal à retrouver l'information, c'est qu'il vous manque des indices. Et la solution, les solutions que vous avez à votre disposition, eh bien, c'est la création de contenu qui vous permettent de retrouver des indices, mais pas que, qui vous permettent également de vous remémorer l'information afin peut-être de la partager ou de la consolider dans votre mémoire.
Cet épisode est maintenant terminé, merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon travail sur mon site https://secret.com et notamment le MemoCamp, la solution intelligente pour optimiser votre mémoire toute votre vie à partir de la connaissance. À bientôt!